New York, 1976. Les lumières des clubs de Manhattan clignotent comme toujours. Mais quelque chose d'invisible est sur le point de s'infiltrer dans la structure la plus hermétique du crime organisé. Joseph Pistone se regarde dans le miroir. Il sait qu'aujourd'hui pourrait être son dernier jour en vie. Comme hier. Comme demain. Personne dans la rue ne le reconnaît. Personne ne sait qu'il est sur le point d'écrire l'histoire. Mais lui, il le sait. Et il sait aussi que s'il commet une seule erreur, il finira une balle dans la nuque, disparu pour toujours. Son vrai nom, Joseph D. Pistone. Son identité secrète, Donnie Brasco. Il fut le premier agent du FBI à s'infiltrer aussi profondément dans la mafia américaine. Pendant près de 6 ans, entre 1976 et 1981, il mena une double vie. Le jour, il agissait comme un voleur de bijoux. La nuit, il recueillait des preuves qui allaient ébranler les fondations de la Cosa Nostra. Chaque journée pouvait être la dernière. Et pourtant, Pistone n'a jamais reculé. À cette époque, affronter la mafia n'était pas une mission. C'était un suicide. Les 5 familles de New York, Bonanno, Colombo, Genovese, Lucchese et Gambino, contrôlaient la ville d'une main de fer. Personne n'avait jamais réussi à pénétrer leurs cercles les plus intimes. Personne, jusqu'à lui. Pour y parvenir, Joseph Pistone dut payer un prix énorme. Il renonça à sa famille, à son nom, à sa vie. Il s'infiltra d'abord chez les Colombo, puis gagna sa place au sein de la redoutable famille Bonanno, où on le traita comme l'un des leurs. S'il l'avait découvert, il l'aurait exécuté sans hésiter. Mais personne ne le fit, car pour eux, Donnie Brasco était réel. Même au sein du FBI, peu connaissaient son véritable nom. L'opération était si secrète que seuls quelques-uns connaissaient la vérité. Pour tous les autres, Donnie n'était qu'un criminel de plus, un autre membre de la mafia. Voici l'histoire vraie de l'agent qui a trompé la mafia de l'intérieur. Une mission qui allait changer à jamais l'histoire du crime organisé en Amérique et qui, des décennies plus tard, continue de hanter ses nuits. Avant d'être Donnie Brasco, avant de s'infiltrer dans la mafia, Joseph D. Pistone n'était qu'un jeune homme d'origine italienne avec un rêve tenace, devenir agent du FBI. Il est né le 17 septembre 1939 en Pennsylvanie, dans une famille ouvrière aux racines siciliennes et calabraises. Encore enfant, il déménagea avec ses parents et ses frères dans l'État du New Jersey, où sa vie semblait destinée à suivre un chemin ordinaire. Au lycée, il jouait au basketball. Il n'était pas le plus grand, à peine 1,80 m, mais rapide et déterminé. Il savait qu'il ne deviendrait jamais professionnel. Mais le sport lui ouvrit les portes de l'université. Là, il étudia les sciences sociales, et à 20 ans, il épousa sa petite amie, une jeune infirmière. En peu de temps, il était déjà père de 2 filles. Rien dans son entourage ne laissait présager qu'il finirait au FBI. Aucun membre de sa famille n'avait jamais été policier. Mais depuis l'enfance, Joseph connaissait son but. Combattre le crime. Ce n'était pas un rêve romantique, mais une conviction profonde. Pendant sa dernière année d'université, un ami lui proposa de passer l'examen d'entrée dans la police. Au début, il refusa. Il voulait d'abord terminer ses études, mais ses amis insistèrent tant qu'il accepta. Il réussit sans difficulté les épreuves écrites et physiques et demanda un poste à temps partiel. On lui donna le feu vert. Mais au moment de prêter serment, on le lui refusa. Pistone refusa d'entrer dans ces conditions. Il fit un pas en arrière, seulement pour un temps. Peu après, il termina ses études et commença à enseigner dans une école. C'était un emploi stable, respectable. Mais ce n'était pas ce dont il avait rêvé. Puis il reçut un appel qui allait tout changer. Un vieil ami, travaillant pour la Naval Intelligence, le service de renseignement de la marine américaine, lui proposa un poste civil pour enquêter sur des crimes commis dans des bases navales. Un environnement très proche du FBI, trop proche pour refuser. Il passa les examens, et une fois encore, il les réussit avec brio. Ainsi commença sa carrière dans le renseignement. Alors que sa famille s'agrandissait avec la naissance d'une 3e fille, la vie semblait se stabiliser. Mais Joseph Pistone n'en était qu'au début. Pendant 3 ans, il travailla comme agent civil au service de renseignement naval des États-Unis. Il enquêta sur des affaires de drogue,
de vol et d'espionnage militaire, et à chaque mission, son nom commença à circuler dans les bureaux fédéraux. Finalement, le FBI l'appela. C'était son moment. Le 7 juillet 1969, il prêta serment et devint officiellement agent spécial du FBI. Le rêve de son enfance devenait enfin réalité. Dès le premier jour, Pistone savait quel type d'agent il voulait être. Les bureaux et les papiers ne l'intéressaient pas. Il fut affecté au bureau de Jacksonville, en Floride, où il se chargea de traquer des fugitifs, de démanteler des réseaux de paris illégaux et d'arrêter des bandes spécialisées dans les braquages de banques. Ses origines modestes lui permirent de se mouvoir avec aisance dans les quartiers les plus rudes. Il savait lire la rue. Il savait en parler le langage. Après 10 à 8 mois, il fut transféré à Alexandria, en Virginie, où il passa 4 années supplémentaires, jusqu'à ce qu'en 1974, il soit envoyé à New York. Là, au sein de la brigade des vols et recels, ils interceptaient chaque jour entre 6 et 7 cargaisons de marchandises volées. C'était une ville en pleine effervescence criminelle, et le FBI avait besoin de quelque chose de plus que de simples policiers conventionnels. C'est alors que survint la première proposition. Le bureau enquêtait sur une organisation spécialisée dans le vol de machinerie lourde et de voitures de luxe, et il leur fallait quelqu'un capable de s'infiltrer dans ce milieu. La condition était claire. Trouver un agent capable de manipuler des engins lourds, comme des bulldozers ou des camions de chantier. Peu correspondait à ce profil. Joseph Pistone en faisait partie. Pour cette opération, il avait besoin d'une nouvelle identité. C'est ainsi que naquit Donald Brasco, un alias improvisé inspiré d'un film ou d'un livre. Il ne s'en souviendrait jamais vraiment, mais qui allait bientôt devenir une légende au sein du FBI. La mission fut un succès total. Plus de 30 arrestations, des véhicules volés récupérés pour une valeur de plus d'1 million de dollars et une lettre de félicitations signée par le directeur du FBI lui-même, Clarence Kelley, accompagnée d'une prime de 250 dollars. C'était peu d'argent pour le risque qu'il avait couru, mais il avait gagné quelque chose de bien plus précieux, le prestige. Il avait prouvé qu'il était bien plus qu'un simple agent. C'était un infiltré né. Et très bientôt, on lui confierait l'opération la plus dangereuse de sa vie, entrer dans la mafia. Pendant des décennies, le FBI avait refusé de travailler avec des agents infiltrés. J. Edgar Hoover, le tout-puissant directeur du bureau, considérait cela comme un travail sale, indigne, qui entachait la réputation de ces hommes. Mais les temps avaient changé. Au milieu des années 1970, la criminalité organisée exigeait de nouvelles approches. Et après le succès de l'opération contre le vol de machinerie lourde, il devint évident qu'un agent infiltré valait plus que 100 informateurs. Personne ne pouvait être la taupe au sein d'un système criminel ordinaire. Il fallait de la force mentale, du self-control, du sang-froid et, par-dessus tout, une identité d'acier. L'infiltré devait savoir rester seul, s'adapter à des environnements hostiles et évoluer comme un poisson dans l'eau parmi des tueurs, des escrocs et des voleurs. Mais le plus important, ne jamais oublier qui l'on est. Vivre parmi des criminels peut vous transformer en l'un d'eux. Et cette ligne, une fois franchie, ne peut plus être estompée. Au printemps 1976, le FBI décida d'aller plus loin. Il ne s'agissait plus simplement de démanteler des bandes de voleurs. L'objectif était désormais d'infiltrer les canaux de distribution de la mafia, les grands receleurs de marchandises volées. Des hommes qui opéraient dans des restaurants, clubs et bars, contrôlés directement par la Cosa Nostra. Pour y parvenir, ils avaient besoin de quelqu'un au profil parfait, avec de l'expérience dans le vol, capable d'évoluer parmi les voyous sans susciter de soupçons, et d'ascendance italienne, pour passer pour l'un des leurs. Joseph Pistone réunissait toutes ces qualités. Pour la première fois de son histoire, le FBI allait s'infiltrer directement dans la mafia new-yorkaise en utilisant l'un de ses propres agents. Le plan était ambitieux, et pour l'exécuter, Pistone décida de reprendre le nom qui lui avait déjà porté chance, Donald Brasco, un voleur de bijoux fictif, sans famille, sans passé, sans rien qui l'attache. L'identité parfaite pour quelqu'un qui allait disparaître complètement. Donnie Brasco n'était pas seulement un nom. C'était une histoire, un passé soigneusement construit pour résister à tout type de contrôle. Joseph Pistone le savait.
S'il allait vivre parmi des tueurs professionnels, il ne pouvait se permettre aucun détail improvisé. Selon les faux dossiers, Brasco était un voleur de bijoux expérimenté à Miami et en Californie, célibataire, orphelin, sans famille, sans passé vérifiable. Un profil parfait, sans lien, sans témoin, sans personne capable de mettre en doute sa couverture. Sa spécialité, des vols sans violence, planifiés au millimètre. Ainsi, il pouvait expliquer pourquoi il travaillait seul, pourquoi personne ne le connaissait, et pourquoi il n'avait pas besoin d'armes ni de recours au chaos. Pistone avait déjà de l'expérience avec les systèmes d'alarme et de surveillance. Mais pour être convaincant, en tant qu'expert en bijoux, il lui fallait quelque chose de plus. Pendant 2 semaines, il se forma discrètement dans une bijouterie de New York. Il apprit à identifier les pierres, à évaluer les pièces et à parler le langage du métier. Il n'avait pas besoin d'être un maître, seulement de paraître assez crédible pour qu'aucun mafieux ne doute de lui. Une fois la documentation prête, la proposition fut envoyée au quartier général du FBI à Washington. L'opération fut approuvée. Et avec cela, commença le processus d'effacement. Toute trace de Joseph Pistone fut éliminée. Son bureau fut vidé, son nom disparut des registres internes. Son dossier fut scellé et enfermé dans un coffre-fort. Si quelqu'un demandait après lui, la réponse était toujours la même. Personne n'a jamais travaillé ici sous ce nom. Même sa propre famille ne savait pas ce qu'il s'apprêtait à faire. Il savait seulement qu'il disparaîtrait pour le travail pendant un certain temps. Rien de plus. Depuis avril 1976, il s'était préparé. Mais ce ne fut qu'en septembre que Pistone sut que le moment était venu. Il quitta son bureau du FBI en sachant qu'il ne reviendrait pas avant de nombreuses années. Amis, collègues, routine, tout restait derrière lui. Il s'apprêtait à plonger dans une vie parallèle, clandestine, où la moindre erreur pouvait lui coûter la vie. Donnie Brasco n'était pas un déguisement. Désormais, ce serait sa seule réalité. L'immersion avait commencé. Joseph Pistone, désormais officiellement, Donnie Brasco prit une décision cruciale. Ne pas utiliser d'informateur. Il ne voulait pas que quiconque puisse le relier au FBI. Tout devait être fait par lui-même. Louer un appartement, acheter une voiture, ouvrir un compte bancaire. Tout sous sa nouvelle identité. C'était une opération sans filet. Sa feuille de route était claire. Entrer en contact avec les grands receleurs de la mafia, ceux qui opéraient dans les restaurants, bars et clubs du centre et du sud de Manhattan. Mais pour être accepté, il devait d'abord être vu, que l'on s'habitue à sa présence. Brasco passait ses journées à boire seul, à dîner en silence, observant tout sans dire un mot de trop. Pendant 2 mois, sa seule mission fut de regarder, écouter et mémoriser. Chaque geste, chaque visage, chaque conversation. Il ne posait pas de questions. Il ne se proposait pas. Il ne s'exposait jamais. Son plan était simple. Se forger une réputation d'homme sérieux, réservé et prudent. Quelqu'un qui savait se mouvoir sans faire de bruit. Et peu à peu, la stratégie commença à porter ses fruits. L'un des lieux qu'il fréquentait le plus était un restaurant appelé Chez Carmelo, appartenant à 2 membres de la famille génovaise. Là, plusieurs affiliés de la mafia se réunissaient régulièrement. Beaucoup d'entre eux passionnés par un jeu de dés appelé backgammon. Les mises étaient sérieuses. $1000 par partie. Un cadre idéal pour briser la glace. Mais il y avait un problème. Donnie n'avait aucune idée de comment jouer. Il fit alors appel à un vieil ami, Chuck, un autre agent du FBI, infiltré dans le monde de la musique. Chuck lui apprit les règles de base du jeu. Ils jouèrent encore et encore, jusqu'à ce que Donnie se sente assez sûr de lui pour s'asseoir à une table avec de vrais mafieux sans paraître un imposteur. Car dans ce monde, ne pas savoir jouer pouvait être aussi dangereux que ne pas savoir mentir. Après avoir appris les règles, Donnie Brasco retourna à Chez Carmelo et commença à jouer au backgammon avec les habitués. Pendant 2 ou 3 semaines, il resta constant. Peu de mots, bonne humeur, respect, et cela fonctionna. Les hommes commencèrent à le saluer. Ils lui offraient une chaise. Ils l'appelaient simplement Don, un nom qui ne sonnait plus comme un alias. Il sonnait comme celui d'un des leurs. Parmi les visages du bar, l'un se démarqua. Marty, le barman. Il ne faisait pas partie de la mafia,
mais connaissait chaque mouvement qui se produisait dans le lieu. Marty était discret, rusé, bien connecté, et Donnie le comprit immédiatement. Ils commencèrent à sortir ensemble, à boire, à rire. Peu à peu, Marty l'introduisit dans son cercle. De petits affiliés, des soldats de base du crime, qui, même s'ils ne le traitaient pas encore comme un égal, le reconnaissaient au moins. C'est alors que Donnie fit son prochain mouvement calculé. Il montra à Marty quelques bijoux faux objets volés et lui dit qu'il voulait les vendre. Ce n'était pas une proposition directe. C'était un signe, une insinuation. Marty ne mordit pas immédiatement à la maison, mais répondit avec intérêt « Quand tu en auras d'autres, préviens-moi. J'ai des contacts, je pourrais écouler certaines pièces. » La voie était ouverte, mais il faudrait encore un peu plus pour avancer. En parallèle, Chuck, l'ami du FBI toujours infiltré dans la scène musicale, organisait un concert avec James Brown en tête d'affiche. Pendant la préparation, Chuck entra en contact avec 2 associés de la famille Colombo, et il y vit une opportunité. Il invita Donnie à l'événement. Là, il fit la connaissance d'Albert, un escroc professionnel lié aux Colombo. Ils commencèrent à sortir ensemble, à boire, à parler affaires. Donnie devint son compagnon habituel, et bientôt, il décida de l'inviter au chez Carmelo. Albert remarqua que Donnie était bien accueilli dans l'établissement. Cela renforça la confiance entre eux et, en même temps, crédibilisa davantage Donnie aux yeux des autres. Désormais, les hommes du bar le voyaient en compagnie d'un véritable associé de la mafia. Il n'était plus seulement un visage familier, il était quelqu'un de connecté. Mais tout n'était pas progrès. C'était décembre. Noël approchait. Et Piston, le véritable homme derrière l'alias, ne pouvait presque plus voir sa famille. Plus il gagnait la confiance des mafieux, plus il perdait le contact avec les siens. Et ce n'était que le début. L'opération avançait. Donnie gagnait en présence dans le monde du crime. Mais Joseph Piston commençait à perdre sa vie de famille. Ce Noël-là, il ne put passer que quelques heures le matin avec sa femme et ses filles. Puis, il disparut à nouveau. Le travail était tout, et le personnage qu'il jouait dévorait peu à peu l'homme qu'il était. Au début de 1977, Donnie sortit faire la fête avec Albert dans une discothèque fréquentée par des criminels. C'est là qu'il lui présenta un homme clé, Gilly Greca, associé de la famille Colombo et l'un des plus grands distributeurs de marchandises volées à Brooklyn. Greca n'était pas un capot, pas même un soldat, mais il gérait un volume considérable d'affaires illégales et possédait un réseau loyal de voleurs et de receleurs. Et cela faisait de lui une porte d'entrée directe vers le véritable monde de la mafia. Quelques jours plus tard, Donnie alla lui rendre visite dans sa boutique. Elle se trouvait dans un quartier tranquille de Brooklyn, avec une vitrine pleine de vêtements de marque à des prix ridicules. Tout était volé. La boutique servait à blanchir la marchandise et à la revendre sous couvert de légalité. Là, il rencontra le reste du groupe, voleurs, escrocs, bagarreurs, des gens de la rue, sans rang officiel dans la Cosa Nostra, mais bien connectés, loyaux et dangereux. Ils l'acceptèrent sans hésitation. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà des références, parce qu'il l'avait vu avec Albert, parce que sa présence au chez Carmelo l'avait légitimé. Ainsi, il commença à évoluer dans le cercle de Gilly Greca, où chaque jour se tramait vol, arnaque et affaires de toutes sortes. L'ambition était insatiable. Ces hommes ne s'arrêtaient jamais. Jour et nuit, ils cherchaient comment obtenir plus, comment voler plus, comment vendre plus. Ils ne connaissaient aucune autre façon de vivre. L'un des membres du groupe s'appelait Vinny. C'était un homme corpulent, souffrant du cœur, mais qui participait quand même aux réunions, aux parties de cartes et aux plans. Un après-midi, alors qu'ils discutaient d'un nouveau coup, dans l'arrière-boutique du magasin, Vinny s'effondra. Et ce qui se produisit ensuite allait tout changer. En pleine partie de cartes, à l'arrière du magasin de Gilly Greca, Vinny, le réceptionniste obèse au cœur fragile, s'écroula sur sa chaise. Il se tenait la poitrine, respirait avec difficulté. « Hé, Vinny a un problème. Il fait une crise cardiaque », cria Donnie. Mais les autres ne bougèrent pas. « Bah, ça lui arrive tout le temps. Donne-lui quelques pilules, ça va passer. » Personne ne bougea. Pour Donnie, laisser mourir un homme sans rien faire n'était pas une option.
Il le chargea lui-même dans sa voiture et l'emmena directement aux urgences. Vinny survécut. Il lui manquait simplement ses médicaments. Quelques heures plus tard, ils revinrent au local. Les autres continuaient à jouer, comme si de rien n'était. L'un d'eux sourit. « Tu vois, on te l'avait dit. Tout allait bien se passer. » À plusieurs reprises, les membres du groupe invitèrent Donnie à participer à des braquages armés. Mais il trouvait toujours une excuse. « Non. Merci. Utiliser une arme, c'est trop de cow-boy pour moi. Mais si vous avez besoin d'un coup de main pour décharger la marchandise, comptez sur moi. » Cette attitude, loin d'éveiller des soupçons, lui valut le respect. Après tout, moins il y avait de participants, plus il y avait d'argent à partager. De temps en temps, il acceptait de s'asseoir avec eux pour examiner les plans des cambriolages. Il leur signalait les erreurs, les risques, les failles dans la surveillance. Il ne s'exposait jamais, mais il montrait clairement qu'il savait de quoi il parlait. Pourtant, la tension ne disparaissait pas. Un après-midi, alors qu'il conduisait avec Guido, le lieutenant de Gilly, un type froid, violent, avec du sang sur les mains, l'inévitable arriva. Guido lui demanda de s'arrêter. Puis, sans un mot, sortit un outil et commença à démonter le tableau de bord. Il cherchait un micro, une preuve, une trahison, une excuse pour tuer. En 5 minutes, il démonta tout. Il ne trouva rien. Donnie le savait. Tôt ou tard, il le fouillerait. C'est pourquoi il n'avait jamais caché de dispositif dans sa voiture. La prévoyance lui sauva la vie. Guido retourna à son siège, comme si de rien n'était. Et Donnie continua à conduire. Silence, rue mouillée, cœur battant. Il venait de surmonter une épreuve de plus. Mais chaque jour le rapprochait un peu plus du gouffre. Pendant plusieurs semaines, Donnie Brasco garda un profil bas. Il observait, écoutait, participait juste ce qu'il fallait. Mais il comprit une chose essentielle. Pour survivre dans ce monde, il fallait bouger. Alors, il commença à faire ce que ferait n'importe quel voleur. Acheter et vendre de la marchandise volée. Il achetait des montres et des bijoux aux membres de la bande, surtout à Vinny, puis leur revendait d'autres pièces qui, en réalité, provenaient de saisies du FBI. Eux pensaient qu'il s'agissait du butin de leur propre coup. Cela lui donnait du prestige, de la crédibilité, une aura de professionnalisme sans éveiller de soupçons. Donnie avait un objectif clair. Entrer en contact avec les grands receleurs, ceux qui tiraient réellement les ficelles du business. Mais chaque fois qu'il demandait à être présenté, la réponse était la même. « Donne-nous juste la marchandise, on la remettra au type. Ne t'inquiète pas. » Une façon élégante de le tenir éloigné du noyau réel. Mais Donnie savait que ce n'était qu'une question de temps. Pendant ce temps, au sein du groupe, un autre homme réalisait son propre rêve. En mai 1977, Gilly Greca fut officiellement intronisé comme soldat de la famille Colombo. Il n'était plus seulement un associé. Il faisait désormais partie intégrante de la Cosa Nostra. Devenir affilié était le plus grand honneur pour un mafieux italien. Cela signifiait que tu avais été accepté par les capo-régimes et que l'organisation te reconnaissait comme on te donnait un territoire, on te protégeait. Et, en échange, on exigeait une loyauté absolue. La mafia te couvrait le dos, mais t'enchaînait aussi pour la vie. Gilly le dit avec fierté. C'est la plus grande chose qui me soit jamais arrivée. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Peut-être qu'un jour, toi aussi, tu comprendras ce que ça fait. Donnie Brasco ne répondit rien. Mais, au fond de lui, il savait que cette cérémonie scellait bien plus qu'une loyauté. C'était un pas de plus vers l'abîme. Désormais, Gilly était un soldat sous les ordres de Charlie Mousse Panarella, l'un des capitaines les plus respectés de la famille Colombo. Et Donnie continuait à grimper, plus profond, plus proche, plus exposé. L'atmosphère avait changé. 2 membres historiques de la bande de Gilly, Frankie et Patsy, venaient de sortir de prison. Des spécialistes des braquages en plein jour, violents, méfiants, avec des années derrière les barreaux et un instinct aiguisé pour détecter les intrus. Dès le premier regard, ils n'aimèrent pas ce qu'ils virent. Un jour, Donnie entra comme à son habitude dans la boutique. Mais cette fois, personne ne le salua. Pas un regard, pas un mot. Gilly le prit par le bras et le fit sortir dans la rue. Don, ne le prends pas mal. Mais Patsy et Frankie ont des doutes sur toi. Quel genre de doutes?
Ils disent qu'ils ne te connaissent pas assez. Ils veulent que tu t'éloignes des affaires jusqu'à ce que quelqu'un de Miami confirme que tu es fiable. Quelqu'un qui puisse dire qu'il a fait des coups avec toi. Donnie explosa. Pas question. Je ne donnerai de nom à personne. Jilly tenta de le calmer. Ils rentrèrent et organisèrent une réunion avec Frankie et Patsy pour éclaircir les choses. Une table, 3 hommes au passé criminel et un homme à double vie. Jilly ouvrit la discussion. « On me dit que vous avez un problème. » « C'est vrai ?» Patsy prit la parole en premier. « Tu dis que tu as fait beaucoup de coups à Miami, mais personne ne peut le confirmer. Et puis, tu parles trop quand on discute de choses sérieuses. Dans ce milieu, la méfiance n'était pas seulement un problème, c'était une condamnation à mort. » Donnie le savait, et il comprenait que, s'il ne réglait pas la situation à cette même table, il n'en sortirait pas vivant. « On veut un nom, Donnie. Quelqu'un qui puisse dire qu'il a réellement fait ses coups avec toi à Miami. Vous n'avez rien à vérifier. Je ne suis pas ici pour satisfaire les caprices de 2 types qui viennent de sortir de prison. Et si tu étais un mouchard, un putain d'infiltré, c'est pour ça qu'on veut vérifier. » Alors Patsy sortit une arme, une automatique, calibre 32. Il la posa sur la table avec le calme de celui qui a déjà pris sa décision. « Tu ne sortiras pas d'ici tant que tu ne nous auras pas donné un nom. Si tu refuses, tu sortiras enveloppé dans un tapis. » L'atmosphère devint irrespirable. Donnie sut que le moment qu'il redoutait le plus était arrivé. Et il savait aussi qu'il avait une issue si ça fonctionnait. Il s'était préparé à cela. Si un jour on le coinçait, il donnerait le nom d'un informateur fédéral infiltré à Miami. Un ancien voleur qui collaborait avec le FBI et qui avait été instruit pour confirmer l'histoire de Donnie si quelqu'un venait à s'informer à son sujet. Jilly intervint pour détendre l'atmosphère. « Allez, Don, laisse-les contacter quelqu'un. Après ça, tout reviendra à la normale. » Donnie accepta. Mais intérieurement, il tremblait. L'informateur devait être disponible. Il devait se souvenir du protocole. Et il devait bien faire son rôle. Parce que si cela échouait, il le tuerait sur le champ. Patsy se leva et alla passer l'appel. Donnie resta seul avec les autres, dans un silence total, observant comment ils jouaient aux cartes. Comme si de rien n'était. Comme s'ils n'avaient pas, devant eux, un homme avec une sentence suspendue au-dessus de la tête. Des minutes, puis des heures. Chaque seconde était un compte à rebours. La sueur, le cœur battant à toute vitesse, les pensées tournant comme une roulette russe. À 16h30, Patsy revint. Il regarda Donnie, esquissa un léger sourire. « Tout va bien. Tu es légitime. » Donnie Brasco venait de survivre à son épreuve la plus dangereuse jusqu'alors. Il avait été à 2 doigts d'être exécuté, mais sa couverture restait intacte. Et maintenant, il était temps de franchir un nouveau cap. La famille Bonanno. La porte d'entrée vers la famille Bonanno s'ouvrit une nuit comme une autre, dans une discothèque comme une autre. Ce fut Albert le contact des Colombo qui le présenta à un homme au regard dur et au passé sanglant. Anthony Mira, récemment sorti de prison, après avoir purgé 18 ans pour trafic de drogue. Mira n'était pas un mafieux ordinaire. C'était un tueur professionnel, avec au moins 25 meurtres à son actif. Imprévisible, violente, respecté et craint même à l'intérieur de la mafia. Donnie comprit qu'il devait s'en approcher avec une extrême prudence. Ils commencèrent à se voir régulièrement, d'abord dans des soirées, puis sur le terrain. Peu après, Mira l'invita sur son territoire, Little Italy, au cœur de Manhattan. Là, entre café rance et tabourets usés, il fit la connaissance d'un autre nom clé, Benjamin Lefty Guns Ruggiero. Lefty était un vétéran de la famille Bonanno. Il avait 50 ans et un passé sombre. Son surnom n'était pas un hasard. Il avait tué plus d'une douzaine d'hommes de ses propres mains. Il possédait un petit club près du bar de Mira, et bientôt, Donnie commença à passer du temps avec eux deux. Désormais, son temps se divisait entre 2 mondes, Brooklyn, avec la bande de Jilly Greca, et Little Italy, avec les véritables soldats d'une des 5 familles de la mafia. À la mi-1977, le FBI disposait déjà de suffisamment de preuves pour faire tomber la bande de Jilly. Mais le véritable objectif restait hors de portée. Les grands receleurs qui opéraient sous le parapluie de la mafia, Donnie se rapprochait d'eux chaque jour un peu plus.
Mais il n'était pas encore assez à l'intérieur. Alors, une décision cruciale fut prise. Abandonner la piste des Colombo et se concentrer entièrement sur les Bonanno. À partir d'août, Brasco s'installa définitivement à Little Italy. C'était son nouveau terrain d'opération. À cette époque, New York était divisé entre 5 familles mafieuses. Les Bonanno, désormais objectif direct de Donnie. Les Colombo, où l'infiltration avait commencé. Les Gambino, sous le commandement de Paul Castellano. Les Genoves, dirigés par Philippe Lombardo. Et les Lucchese, avec Anthony Corallo comme chef. Officiellement, les Bonanno étaient dirigés par Philippe Rusty Rastelli, mais en réalité, le pouvoir était exercé par un autre nom redouté, Carmine Gallant, et Donnie Brasco s'apprêtait à pénétrer dans son monde. La structure était stricte, pyramidale et mortelle. Au sommet, le parrain, puis le sottocapo, le sous-chef, prêt à prendre le trône si le capot tombait. Le consigliere, un conseiller silencieux et calculateur. Les capitaines, qui commandaient des unités entières de soldats, et à la base, les soldats, tueurs, extorqueurs et trafiquants. À l'extérieur, en orbite, se trouvaient les associés, comme Donnie, pour le moment. Toute déviation aux règles se payait de sa vie. Et Donnie le savait. Peu à peu, il commença à gagner la confiance, surtout celle de Mira, bien que traiter avec lui ne fut pas chose facile. Colérique, instable, impossible à prévoir. Mais Donnie tint bon. Et avec le temps, Mira lui présenta d'autres soldats. Le cercle se resserrait. Lorsque Mira n'était pas là, Donnie passait ses journées au club de Lefty Ruggiero, à Little Italy. Il parlait de sport, de paris, de boxe, de course, des sujets de mafieux ordinaires. Et sans même s'en rendre compte, Lefty commença à le considérer comme un véritable associé. Donnie, l'appelait-il. Et très vite, tout le monde adopta ce surnom. Lefty gérait les paris illégaux pour le numéro 2 des Bonanno, Nicky Marangelo. Il voulait que Donnie travaille avec lui. Et c'est ainsi que l'infiltré commença à participer aux affaires réelles de la famille. Tant Lefty que Mira étaient des soldats, sous la tutelle de différents capitaines. L'un dépendait de Mickey Zaffarano, l'autre de Mike Sabella. Mais en caractère, ils étaient l'opposé absolu. Mira était une menace à lui seul. Lefty, en revanche, était bavard, nerveux, accro au jeu mais moins violent. Lors d'une visite au bureau de Marangelo, Mira lui révéla quelque chose que Donnie ignorait. L'existence d'un groupe secret appelé les Zips. C'étaient des Siciliens importés directement d'Italie, amenés par Carmine Gallant pour 2 raisons. Distribuer de l'héroïne et exécuter des assassinats sur commande. Ils n'avaient aucun papier, n'étaient fichés nulle part. Des fantômes létaux au service de la mafia. Et avec cette révélation, Donnie comprit que ce qu'il avait vu jusque-là n'était que la surface. Ils s'appelaient les Zips. Des Siciliens, amenés directement d'Italie sur ordre de Carmine Gallant, ils n'avaient aucun papier. Ils n'apparaissaient dans aucun fichier de police. Ils se retrouvaient dans des pizzerias discrètes pour écouler de l'héroïne, blanchir de l'argent ou simplement attendre le prochain ordre. Mais ils n'étaient pas que des messagers. Ils étaient des exécutants. Tir propre, mission accomplie. Silence absolu, tandis que les soldats américains évitaient d'impliquer juges ou policiers par respect des règles, les Zips n'avaient aucune limite. Donnie rassembla tout ce qu'il put à leur sujet et l'envoya au FBI, parce qu'il savait que ces hommes n'étaient pas de simples pions. Ils étaient des pièces maîtresses d'un réseau criminel international. Puis vint le dilemme. Mira et Lefty se détestaient. Tous deux voyaient en Donnie une source de revenus, et cela les rendit jaloux, compétitifs, dangereux. Donnie savait que tôt ou tard, il devrait choisir l'un ou l'autre. Mais ce ne fut pas nécessaire. Un jour, il arriva au club de Lefty et le trouva en train de téléphoner à Gilly. Il raccrocha. Et quelques jours plus tard, lui lança la nouvelle. « À partir d'aujourd'hui, tu travailles pour moi. Tu es maintenant associé à la famille Bonanno. » Lefty ne perdit pas de temps. Il commença son « éducation ». Il lui ordonna de raser sa moustache. Il lui fit comprendre qu'il dépendait désormais de lui. S'il voulait quitter la ville, il devait demander la permission. S'il faisait de l'argent, il devait le partager avec lui. Et surtout, il devait rester disponible en permanence. Mais il y avait autre chose, quelque chose que Donnie devait décider par lui-même. Que ferait-il s'il était témoin d'un meurtre?
En tant qu'agent du FBI, il ne pouvait pas l'accepter. Mais en tant que mafieux infiltré, intervenir signifiait mourir. Mais en tant que mafieux infiltré, intervenir signifiait mourir. Il prit une décision. Si c'était un mafieux qui devait mourir, il ne ferait rien. Si c'était un innocent, il risquerait sa vie pour l'empêcher. À l'été 1977, Donnie était déjà l'un des leurs. Il connaissait des figures clés de toutes les familles. Il s'était rapproché de Joey Massino, qui montait rapidement dans les rangs des Bonanno. Il connaissait Nicky Santora, Al Walker et d'autres noms importants. Et surtout, sa réputation commençait à être utile au FBI. À Milwaukee, le bureau travaillait à démanteler un parrain local. Ils avaient besoin d'aide, et ils firent appel à l'homme qui avait déjà la confiance de la mafia new-yorkaise, Donnie Brasco. À Milwaukee, le FBI menait une opération d'infiltration contre la mafia locale, dirigée par le puissant Frank Balistrieri. Mais les résultats tardaient à venir. La famille criminelle semblait intouchable. C'est alors qu'on me contacta. On voulait que j'aide un collègue déjà infiltré sur le terrain, un agent nommé Tony Conte. Sa couverture, un homme d'affaires cherchant à installer un réseau de machines à sous dans les bars, clubs et établissements de la ville. La stratégie était claire. Si Balistrieri essayait de le sortir du marché par intimidation, nous pourrions l'inculper pour extorsion. Mais il y avait un problème. Pendant des mois, Conte n'avait réussi à installer aucune machine. Le contrôle que Balistrieri exerçait sur Milwaukee était si fort qu'aucun commerçant n'osait accepter l'offre. C'est là que j'intervins. Le FBI avait besoin que j'active mes contacts à New York, que je relie Conte au Bonanno. L'idée était simple, qu'un mafieux reconnu garantisse le projet et que, depuis New York, se tisse un lien avec Milwaukee. Ainsi, Balistrieri serait obligé de négocier et il se dévoilerait. Je pensais immédiatement à Lefty. Je lui présentais l'affaire comme un coup facile. Un ami à moi voulait investir dans des machines automatiques à Milwaukee. Et il y avait beaucoup d'argent à gagner. L'argent était la langue de Lefty, et il mordit à l'hameçon sans hésiter. Une fois Lefty impliqué, l'étape suivante était d'obtenir l'approbation des supérieurs. Son capot direct, Mike Sabella, et le chef suprême de la famille Bonanno, Carmine Galante. Lefty leur parla. Quelques jours plus tard, nous avions feu vert. Une réunion fut organisée entre des représentants de la mafia de Milwaukee et des Bonanno. Tout se passa comme prévu. Une alliance fut conclue entre les deux familles. Un pacte réel, opérationnel. Nous étions à l'intérieur. Le résultat fut sans appel. Nous avions réussi à infiltrer deux familles mafieuses et étions désormais officiellement liés à un parrain. C'était un coup parfait. Grâce à cette alliance, Conte et moi réunîmes les preuves nécessaires pour accuser Frank Balistrieri d'extorsion. Le capot avait signé, sans le savoir, un accord secret avec le FBI, un contrat où il s'engageait, entre les lignes, à éliminer toute concurrence sur son territoire. Exactement la preuve qu'il nous fallait pour le faire tomber. Après avoir scellé l'alliance avec Milwaukee, notre mission entra dans une nouvelle phase. Réunir des preuves sur les activités parallèles de Balistrieri. Jeu d'argent, manipulation syndicale, extorsion organisée. Mais quelque chose changea. Du jour au lendemain, Balistrieri cessa de répondre. Il évitait Conte. Les appels restaient sans réponse. Les échanges étaient froids. Tout indiquait qu'il avait découvert quelque chose. Peut être une inculpation imminente, peut être un soupçon. Il était temps de fermer l'opération. Nous avons donc tout emballé et quitté Milwaukee. Quelques jours plus tard, en juillet 1979, je reçus un appel de Lefty. « Achète le journal. Tu vas halluciner. » Je le fis. Et là, sous mes yeux, Carmine Galante, chef de la famille Bonanno, exécuté en plein jour. Son corps gisait sur la terrasse d'un restaurant italo-américain de Brooklyn, baigné de sang, le cigare encore entre les lèvres. L'image fit le tour du pays. J'appelai Lefty. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Ça ne se parle pas au téléphone. Viens. » Je suis allé le voir. La structure du pouvoir avait changé. Rusty Rastelli, depuis sa cellule, avait été proclamé nouveau chef. Mike Sabella, le capot de Lefty, avait été dégradé. Nous répondions désormais à Sonny Black, le nouveau capitaine, un homme de Brooklyn nommé Dominic Napolitano. Je ne le connaissais pas encore, il était en prison quand j'avais commencé la mission.
Mais très vite, je deviendrai proche de lui. Malgré le séisme interne, l'opération se poursuivit. Avec Lefty, nous voyagions souvent à Miami. Paris sur les champs de course, course de lévrier, opportunités d'affaires. Nous nous déplacions comme deux partenaires légitimes en quête de nouveaux coups. Miami, comme Las Vegas, était un territoire ouvert. Toutes les familles pouvaient y opérer, à condition de ne pas franchir certaines limites. C'était une terre d'opportunités et de dangers. Un jour, le FBI me contacta. Il voulait que je participe à une nouvelle opération en Floride. L'objectif, soutenir un agent infiltré opérant sous le nom de Tony Rossi. Ainsi commença une nouvelle étape dans un nouveau territoire avec de nouvelles règles et des ennemis encore plus imprévisibles. Tony Rossi, l'agent infiltré en Floride, avait réussi à pénétrer le milieu du jeu illégal avec un but très précis: atteindre Santo Traficante Jr., le parrain absolu de la mafia dans l'État. Traficante n'était pas un mafieux ordinaire. Il avait dirigé des casinos à La Havane avant la révolution cubaine et on disait qu'il avait collaboré avec la CIA dans un complot pour assassiner Fidel Castro. Il avait du pouvoir, de l'histoire et un réseau qui s'étendait de Tampa à New York. Rossi était parvenu à entrer en contact avec ces hommes et avait commencé à travailler en protégeant des parties de cartes clandestines. Mais les progrès étaient lents. Des semaines sans résultat, l'accès à Traficante restait bloqué. Le FBI prit alors une décision audacieuse: ouvrir son propre club nocturne en Floride. Ils trouvèrent l'endroit parfait dans le nord-est de Tampa. Ils l'appelèrent Kings Court. Rossi en serait le propriétaire officiel et le lieu fut entièrement rénové. L'objectif était simple: attirer les mafieux locaux avec des parties de haut niveau. Mais le plan ne donnait toujours pas de résultat. C'est alors qu'ils m'appelèrent. Ils voulaient que j'implique la famille Bonanno. Si nous parvenions à créer un lien commercial entre les traficantes et les Bonanno, cela ouvrirait une voie directe pour enregistrer conversations, accords et mouvements réels. Pour le FBI et pour la famille, ce serait une mine d'or. J'acceptais. Mon rôle était de préparer le terrain, convaincre Lefty que le club était une opportunité légitime d'investissement et de profit. Mais alors que nous allions commencer, un retournement inattendu arriva. Le FBI m'informa que je devais quitter l'opération. La raison: Balistrieri, le parrain de Milwaukee, avait découvert que Tony Conte était un agent infiltré. Cela expliquait pourquoi il avait rompu tout contact. Et le plus dangereux, c'est que, selon les règles de la mafia, il devait en informer la famille Bonanno. S'il le faisait, j'étais mort. Malgré le risque, j'ai insisté pour continuer. Après d'intenses négociations internes, j'ai obtenu le feu vert pour poursuivre l'opération. Mais la tension était totale. Je savais qu'à tout moment, l'information pouvait fuiter et qu'elle se terminerait par une balle dans la tête. Entre l'automne 1979 et février 1980, j'ai commencé à parler prudemment du club à Lefty. Mon objectif était que les Bonanno fassent des affaires avec les trafiquantes au Kings Court, où tout serait sous surveillance du FBI. En mars, Lefty prit l'avion pour la Floride afin de visiter le club pour la première fois. Rossi et moi l'avons accueilli à l'aéroport, puis nous l'avons emmené déjeuner dans un restaurant grec. Pendant le repas, Rossi parla de son entreprise, prétendant chercher des investisseurs. Tout faisait partie du plan: montrer que le club générait de l'argent, qu'il avait un potentiel d'expansion et qu'une association avec Rossi était une excellente opportunité. Nous savions que si Lefty s'impliquait, Sonny Black suivrait. Et si Sonny Black s'impliquait, la connexion avec Traficante serait inévitable. Nous étions sur le point de relier deux mondes criminels en un seul lieu. Et tout, sous les yeux du FBI. Une semaine plus tard, le plan était scellé. Lefty parla avec Sonny Black et la famille Bonanno décida d'investir officiellement dans le Kings Court, le club de Rossi. Exactement comme nous l'avions prévu. Le lieu fut équipé de tout l'arsenal du FBI. Caméras cachées, microphones, enregistreurs. Chaque recoin était sous contrôle. Chaque mot, archivé. Le club n'était plus seulement une façade. C'était un piège de haute précision. Sonny Black était ravi des résultats. Il descendait régulièrement de New York en Floride pour superviser les affaires. Et lors d'une de ses visites, il prononça la phrase que nous attendions depuis des mois: « Je veux rencontrer Santo Traficante ». C'était tout, le point de contact direct.
et le FBI en avait désespérément besoin. Lefty s'occupa d'organiser la rencontre par l'intermédiaire de contacts. Enfin, l'appel arriva. Le rendez-vous fut fixé. Restaurant grec, 20h00. Le FBI déploya une unité complète autour des lieux. Caméras longue portée, surveillance mobile, tout était prêt. La réunion se déroula apparemment sans incident. À la fin, Sonny Black me dit « C'était parfait. On a parlé affaires et d'une opération de bingo qui commence dès demain. » La connexion était scellée. L'émissaire de trafiquante, Benny Husick, rencontra Sonny Black le jour même pour trouver un emplacement approprié. La machine était lancée et le plan avait fonctionné. Nous avions réussi à unir officiellement les familles Bonanno et Traficante et toute l'opération était documentée de l'intérieur. Mais alors que nous semblions avoir atteint le sommet de la mission, quelque chose changea. Un après-midi ordinaire, au milieu d'une conversation banale, Sonny me fixa droit dans les yeux. « Donnie, dis-moi une chose. Est-ce que tu as déjà tué quelqu'un ?» Silence. Je souris, sans savoir si c'était une épreuve, une provocation ou une condamnation. Eh bien, on verra. Une nuit, pendant un dîner avec Sonny Black et son lieutenant John Booby Serrazani, dans un restaurant de Brooklyn, Sonny me félicita. Il me dit que ce que je faisais en Floride avec Rossi était exceptionnel et que, si tout continuait ainsi, je pourrais bientôt devenir un homme fait un véritable membre de la Cosa Nostra. Aucun agent du FBI n'était jamais allé aussi loin. Si je réussissais, ce ne serait pas seulement une victoire opérationnelle, mais un coup historique porté à la mafia de l'intérieur même. Mais alors, tout commença à s'effondrer. Et lors d'une de ses visites, il prononça la phrase que nous attendions depuis des mois. « Je veux rencontrer Santo Traficante ». C'était tout, le point de contact direct. Et le FBI en avait désespérément besoin. Les conversations lors des réunions changèrent de ton. Il y avait de la tension, des regards méfiants et des noms qui revenaient sans cesse. La famille Bonanno était divisée. D'un côté, le groupe auquel j'appartenais, Rusty Rastelli, le consigliere Steve Cannon et les capitaines Sonny Black et Joe Massino. Et de l'autre côté, une faction rivale menée par les capitaines Cesare Bonventre, Philippe Fililocchi, Giacone, Dominique Bigtrin, Trinchera, Alphonse Sonny Red, Indelicato et son fils, Bruno, tout remontait à la mort de Galante. Les deux camps voulaient le contrôle. Ce qui semblait être un simple désaccord interne était sur le point de devenir une guerre. Au début, ils essayèrent de l'éviter. Une réunion entre les deux factions fut programmée pour trouver une solution. Mais la première rencontre fut annulée. Et à la seconde, tout explosa. Le 5 mai 1981, Sonny Red, Fililocchi et Bigtrin arrivèrent dans un restaurant de Brooklyn. Ils venaient avec l'intention de négocier la paix. Mais c'était un piège. En entrant dans une salle à l'arrière, plusieurs hommes armés surgirent des placards où ils étaient cachés et les criblèrent de balles. Selon l'enquête ultérieure, parmi les impliqués se trouvaient Sonny Black, Booby Serrazani, Joe Massino et au moins 6 autres hommes de la famille Bonanno. Les corps furent enterrés dans un terrain vague. L'opposition à Rusty Rastelli et Sonny Black avait été éliminée. Presque. Il en restait un, Bruno Indelicato, le fils de Sonny Red, le seul absent cette nuit-là. Quelques jours plus tard, je reçus un message de Sonny Black. Il voulait me parler en privé. Il ne s'était écoulé que quelques jours depuis le massacre. Et je ne savais pas si cette réunion importante n'était pas, en réalité, une embuscade pour m'exécuter. Les agents du FBI étaient en alerte. Ils craignaient un piège. Moi aussi. Mais, au fond, quelque chose me disait que ce n'était pas le cas. Je me rendis au bar où j'étais censé retrouver Sonny Black. Il était là, calme, détendu. Il me parla de Bruno Indelicato, le fils de Sonny Red, le seul qui n'avait pas assisté à la réunion où son père fut exécuté, le seul qui était encore en vie. Et alors il le dit, presque comme on attribue une tâche ordinaire. Il me donnait l'ordre de le tuer. Un contrat, un pas de plus vers mon affiliation officielle à la mafia. Pour Sonny, c'était une épreuve de confiance, un atout en ma faveur lorsqu'il présenterait ma candidature. Mais pour moi, c'était une ligne que je ne pouvais pas franchir. En tant qu'agent du FBI, je ne pouvais pas participer à un meurtre. Mais en tant que mafieux infiltré, refuser signifiait me mettre à découvert. Légalement, comme je n'étais pas encore fait,
Je pouvais refuser l'ordre sans conséquence. Mais après 5 années passées à gagner leur respect, dire non aurait été trahir tout mon travail, et je le savais. Si je ne le faisais pas, quelqu'un d'autre le ferait. Les jours passèrent. Je continuais la mascarade, me préparant comme si j'allais vraiment accomplir la mission. Mais alors, le FBI mit un terme à tout. La police avait retrouvé le corps de Sonny Red. Sa découverte provoqua une vague de tension dans les rues. La guerre au sein de la famille Bonanno n'était plus une menace. C'était une réalité. Et moi, aux côtés de Sonny Black, avec un meurtre en suspens, j'étais devenu une cible parfaite. Le FBI décida donc de clore l'opération. Pour moi, ce fut dévastateur. J'étais sur le point d'atteindre le sommet de l'infiltration. Devenir un soldat officiel, un infiltré devenu homme d'honneur, et prouver au monde que la mafia pouvait être vaincue de l'intérieur. J'allais même devenir le bras droit de Sonny Black, servant de pont pour de nouveaux accords avec d'autres familles. Mais le risque était trop grand. Ils furent clairs. Il fallait tout arrêter. Après près de 6 ans sous couverture, la date fut fixée. 26 juillet 1981. Ce jour-là, Donnie Brasco disparaîtrait, et Joseph Piston remonterait à la surface. Il ne restait que quelques semaines avant que mon rôle de Donnie Brasco prenne fin. Lors de l'une de nos dernières conversations, Sonny Black me parla du vieux. Il parlait de Rusty Rastelli, le chef de la famille Bonanno, toujours en prison. Il ne savait pas que ce qui allait suivre allait changer sa vie et la mienne. Le jour arriva. 3 agents fédéraux se présentèrent dans l'un des établissements de Sonny. Ils lui montrèrent une photo. Sur cette image, on me voyait Donnie Brasco, en compagnie de ces mêmes 3 agents. Sonny regarda la photo. Aucune réaction, aucun geste, aucune parole. Puis il dit simplement « Je comprends ». La nouvelle tomba comme une bombe. Sonny convoqua immédiatement ses hommes les plus proches. Lefty, Booby et Nicky Santora. Il leur expliqua ce qui venait d'arriver, mais refusait d'y croire. Ce n'est pas possible qu'il soit un agent fédéral. S'il l'est, alors ils l'ont enlevé, ou ils lui ont lavé le cerveau. Pendant plus d'1 semaine, ils me cherchèrent partout dans le pays, sans répit, sans jamais rien trouver. Et ils ne pouvaient pas me trouver. Ma famille et moi étions déjà à l'autre bout du pays, sur la côte ouest, sous de nouveaux noms, protégés par le FBI. Notre maison disposait d'un système de sécurité spécial. Personne ne savait où nous étions, mais mon identité n'était plus un secret. Joseph D. Piston, alias Donnie Brasco, apparut en une des journaux à travers tous les États-Unis. L'opération avait été révélée au monde entier. Je me souviens des larmes de mes filles en l'apprenant, de la peur de mon grand-père chaque fois qu'il démarrait la voiture, du poids de ce que j'avais fait. 10 jours passèrent, et puis, Sonny Black accepta la vérité. Il était temps d'en informer les supérieurs. Il appela d'abord Santo Traficante, puis informa Rusty Rastelli. Enfin, il contacta Paul Castellano, le puissant chef de la famille Gambino. Les capots de la Cosa Nostra se réunirent à New York. Ils voulaient mesurer l'ampleur du désastre. Des photos de moi furent imprimées et distribuées dans tout le pays. Ils voulaient me trouver. Ils voulaient se venger. Sur ma tête, on plaça une prime de 500 000 $. Le FBI savait que ma vie était en danger. Pour contenir la fureur de la mafia, ils envoyèrent des agents parler directement aux chefs de chaque famille. Ils leur dirent ce qu'ils devaient entendre. Ne le touchez pas. Il vous a vaincu. C'est terminé. Et si quelqu'un osait franchir la ligne, le poids complet de la justice américaine s'abattrait sur lui. Mais l'équilibre était fragile. Le 14 août 1981, exactement 17 jours après que mon identité fut révélée, les chefs de la Cosa Nostra convoquèrent une réunion. Sonny Black fut appelé. La rencontre eut lieu dans le New Jersey. Il savait qu'il n'en sortirait pas vivant. Et c'est ce qui arriva. Il ne fut jamais revu. Il avait payé de sa vie l'erreur de m'avoir fait confiance, de m'avoir ouvert les portes, de m'avoir traité comme un frère. Lefty Ruggiero fut le seul dont nous sûmes que la mafia avait mis un prix sur sa tête. C'est pourquoi il fut le seul que nous avons protégé. 1 mois plus tard, je rencontrai la compagne de Sonny dans le restaurant d'un hôtel. L'endroit était soigneusement surveillé par plusieurs agents fédéraux. Elle ne savait rien. Elle attendait encore des nouvelles. Elle était brisée à l'intérieur. Au cours de la conversation, elle me dit « Savez-vous ce que Sonny m'a dit à votre sujet ?» Il a dit « J'aimais vraiment ce type.
Ça m'a brisé de savoir qu'il était un agent, mais ça ne change pas ce que je ressens. Il a fait son travail. Et il l'a bien fait. Le 2 août 1982, je montais à la barre. C'était un procès historique. Pour la première fois, un groupe de mafieux faits était traduit en justice, grâce à une infiltration interne. Ce jour-là, la salle d'audience était pleine. Journalistes, photographes, public en attente. En face de moi, sur le banc des accusés, se trouvaient 5 hommes. Lefty Ruggiero, Bobby Serrazani, Nicky Santora et 2 autres membres de la famille. Je les ai regardés et j'ai su que, même s'ils me détestaient, ils savaient aussi que je les avais vaincus de l'intérieur. Depuis le pupitre, je les observais avec attention. Les 5 mafieux me regardaient, incrédules. Surtout Lefty Ruggiero, qui ne pouvait accepter la vérité. À son avocat, il avait dit « Il ne témoignera jamais contre nous ». Mais avec le temps, même lui l'accepta, seul, dans sa cellule, entre 2 audiences. Pour ma part, je ne m'arrêtais pas. J'ai travaillé côte à côte avec les procureurs pour préparer des chefs d'accusation d'extorsion, de jeux illégaux, d'assassinat et de crimes organisés. Pas seulement à New York, mais aussi à Milwaukee, Tampa et Kansas City. Les preuves que j'ai recueillies pendant ces 6 années furent cruciales pour le système judiciaire américain. J'ai témoigné pendant des mois. Et le résultat fut clair. Plus de 100 condamnations. 100. Un chiffre qui paraissait impossible. Mais il était là, documenté, scellé par les tribunaux. On me demande souvent si ces 6 années m'ont changé. La vérité est non. Je n'ai jamais perdu qui j'étais. Ni eu de difficulté à laisser Donnie Brasco derrière moi. L'uniforme, les gestes, l'attitude, ce n'était qu'un masque. Je ne me suis jamais trompé. Le referai-je?